Donc sur cette suite de la table ronde, on va essayer de se concentrer sur la production. On a vu là donc les différentes illustrations. On voit que la liste de contaminants est importante et que derrière on a des conséquences sur le produit fini. Comme Denis le disait tout à l'heure aussi, on voit que on attend beaucoup de la production en fait en termes de garantie de la matière première. Et en effet, on peut mettre en place des contrôles qui vont faire qu'on ne va pas acheter la plante. Par contre, à un moment donné, il va falloir se poser la question du devenir de cette plante chez le producteur et de l'intérêt du producteur à continuer son activité. Ce qu'on va essayer aussi d'illustrer durant c'est justement d'avoir des témoignages de la production pour voir comment on passe, on a vu tout à l'heure de l'alerte à la réglementation, comment on passe de la réglementation à la mise en œuvre au niveau de la production de la matière première qui va être la clé de toute notre filière, puisque notre filière sera forcément dépendante de cette matière première et de la disponibilité d'une matière première conforme. Donc là, en fait, pour pouvoir avoir cette illustration, donc on a 3 intervenants qui vont venir. Alors, ce sont 3 intervenants qui vont pouvoir nous illustrer des problématiques de cultures différentes, puisqu'on va pouvoir être sur les plantes médicinales et également les plantes aromatiques, avec des tailles d'entreprise différentes, pour voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre en fonction de sa taille d'entreprise, et qui sont aussi sur des marchés d'application différents. Et ça, c'est vrai qu'on peut avoir la même plante qui va être utilisée en cosmétique, en pharma ou en complément alimentaire. Et c'est une difficulté supplémentaire à devoir gérer, puisqu'on voit bien qu'on peut avoir des normes différentes, des attentes différentes. Donc pour ce témoignage, donc on va accueillir Isabelle Ripoche de la société Promoplante, donc qui est responsable culture chez Promoplante et responsable de la qualité et qui a une formation d'ingénieur horticole. On va ensuite accueillir Emmanuel Boson de la société Les Aromates de Provence, également responsable de culture et ingénieur agro de formation. Et Léon Van Niekerk, donc, qui n'est plus à présenter dans cette salle, donc, qui est également responsable des cultures dans la société d'Arégal, de formation également spécialiste dans tout ce qui est conduite agricole, et qui a pendant été très longtemps le président du conservatoire. Nous aurons aussi sur cette table ronde, pour avoir aussi la vision de l'académique et également d'un représentant de l'ANSES, le professeur Pierre Champy de l'université Saclay qui va nous rejoindre et qui pourra aussi amener sa vision sur à la fois sa double vision en tant que pharmaconost et chercheur et en tant que responsable du groupe Plante à l'ANSES. Voilà, donc je vous remercie. Donc je vais d'abord céder la parole à la production. Donc on va commencer par Isabelle, si tu veux bien nous illustrer un petit peu les choses qui sont en effet mises en place chez Promoplante et l'impact que peuvent avoir ces réglementations sur la production de plantes. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, Promoplante, on est, comme Christophe l'a dit, on est une entreprise de production de plantes médicinales. Donc nos clients vont du secteur pharmaceutique, dont Boiron notamment, au secteur complément alimentaire et aussi cosmétique. Donc nous, on a un peu tout le panel des clients. On produit à la fois en bio et en conventionnel sur une multitude d'espèces. Et on a la particularité de travailler, de produire à la fois en interne et aussi de travailler avec des producteurs dont j'ai le plaisir de suivre les cultures en externe sur entre 20 et 25 espèces différentes. Donc à la fois sur des productions en plantes annuelles, plantes bisannuelles et plantes pérennes. Donc avec du coup des problématiques de suivi et de problématiques de gestion des contaminants un peu différentes d'année en année. Alors nous, par rapport aux contaminants, vous avez pu voir avec les présentations qui ont été faites la liste des problématiques qu'on peut avoir. Il y a 2 contaminants dont on a pas parlé, je voudrais juste les évoquer. C'est la problématique des allergènes, avec la problématique du gluten, on n'en a pas parlé, et les AT, les alcaloïdes tropaniques, on en a légèrement parlé, mais voilà, donc ce qui sont plus faciles à gérer. Je pense que tout le monde s'est focalisé sur la problématique des alcaloïdes pyrolysinédiques, parce que effectivement c'est un gros problème pour nous. Alors en amont, nous,
Enfin, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que là, les problématiques des alcaloïdes pyrolysénidiques, les normes qui ont été établies, donc tout le monde a parlé des 400 ppb, en fait, c'est une norme sur le produit fini. Et comme vous l'avez entendu, en fait, cette norme, elle est retombée au niveau de la production. Donc, en fait, on a chanté toute une partie entre le consommateur et la production. On a dit, bon, ben, c'est la production qui va gérer ce problème-là. Donc, déjà, premier point. Et du coup, cette norme de 400 ppb, on a aussi, nous, certains de nos clients qui nous disent, je ne veux pas prendre de risques, ben, je vais mettre la norme soit 0, soit 50. Voilà. Alors après, je pense que Denis nous expliquera plus précisément ce que ça implique. Enfin, un 400 ppb, ce que ça fait dans le champ, quoi, enfin, pour schématiser. Donc voilà, donc la gestion, très clairement, ça a un fort impact pour nous. Du coup, il a fallu qu'on adapte nos méthodes. Alors pour tout ce qui est la gestion contaminante de façon générale, ça c'est pas spécifique aux alcaloïdes pyrolysénidiques. À Promoplante, en fait, avant de mettre en culture, on analyse tous les risques potentiels qui peuvent arriver sur la culture, notamment les problématiques de dérive de pesticides. Donc on fait attention à tout ce qui se passe autour des parcelles, parce que comme vous l'avez évoqué, les problématiques de résidus de pesticides, ça peut arriver, mais la majorité des cas, c'est des problématiques de contamination externe, et c'est pas les producteurs qui ont appliqué les produits qui ont dépassé les LMR. Donc avant la mise en culture, on fait bien attention à des risques potentiels autour, donc dérive, la présence de sensons. Moi, très clairement, pour moi, il y a du senson partout. Je n'ai pas une parcelle qui est mieux que l'autre. Je dis que voilà, je considère que j'ai la problématique senson, potentiellement, je peux l'avoir tout le temps, tout le long de l'année. Voilà. Que ce soit en bio et en conventionnel, que ce soit très clair. Et après, les métaux lourds, donc ça, c'est plus de la gestion par rapport au sol et potentiellement s'il y a du compost ou s'il y a des bouts de station d'épuration épandus dans les parcelles. Donc voilà. Donc avec tout ça, on décide, ok, je vais implanter telle culture sur telle parcelle. Donc déjà, c'est une première étape. Et ensuite, tous les producteurs sont alertés au sujet de la problématique senson. Ils savent que même en conventionnel, il va falloir qu'ils désherbent à la main. Donc forcément, je ne vous raconte pas l'impact au niveau économique. Nous, on a commencé à essayer de le chiffrer, sachant que je pense que pour l'instant, on n'est pas encore dans le dur, quoi. Parce que jusqu'à présent, les normes, elles viennent juste de tomber. Donc je pense que c'est dans 1 ou 2 ans qu'on se rendra compte des impacts économiques. Vous parlez déjà de rupture, mais je pense que ça va être plus loin. Enfin, je vais laisser mes collègues en parler après. Et donc nous, on a essayé de chiffrer le surcoût du passage manuel. Juste le surcoût du passage manuel. Ça ne présage pas du résultat final. Parce qu'on a vu que nous, on a eu des choses un peu bizarres au niveau des analyses. Donc on a un surcoût, on compte 0,30 centimes du kilo du surcoût. Et ça, c'est sans compter la problématique des lots qui sont déclassés. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Alors qu'on a fait tout le travail avant. Et puis à l'analyse, des fois, on se retrouve 300. Super, on est en dessous des 400. Mais sur le même lot, on a eu le cas, nous on a fait l'analyse, et je rejoins monsieur Alban Muller, que vous avez fait plusieurs analyses, et c'est pareil. Et du coup, où on a 4 extraits, et ça va de 300 à 10 000 ppb. Donc ça passe ou ça passe pas. Donc on a une grosse problématique par rapport à l'échantillonnage, et même sur un même échantillon, des analyses qui sont pas, les résultats ne sont pas cohérents, quoi. Donc tout ça, ça fait aussi le jeu des laboratoires. Pardon de parler comme ça, mais je veux dire, nous on fait les analyses, nos clients refont les analyses, puis au final, les analyses sont contradictoires, qu'est-ce qu'on fait, le lot voilà. Donc ça pose vraiment des gros problèmes. Et en plus, je pense qu'on n'a pas trop de vision. Du coup, comment on peut appréhender mieux ce problème? Parce que des fois, tout le travail est fait chez la production. Le client peut venir même valider la récolte. Le champ, c'est très bien. Et au final, on se retrouve avec 420 ppb. Et le lot, on n'en fait rien. Voilà. Merci Isabelle pour ce premier exemple. Donc je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Boson qui va lui nous parler de ces problématiques dans son secteur d'activité.
Oui, donc du coup je représente les Aromates de Provence, coopérative située en PACA et en Drôme provençal. Donc c'est une coopérative d'une quarantaine de producteurs située et spécialisée dans les cultures de thym, romarin, sarriette, origan et basilic. Donc nous on a un petit peu cette spécificité d'être pas mal sous signe officiel de qualité. Nos herbes de Provence partent en grande quantité sous label rouge et on a eu depuis 5 ans une IGP sur le thym de Provence. Du coup, c'est une coopérative de petite taille, on fait 2,2 millions de chiffre d'affaires, il y a 7 employés à la coopérative, donc on a une partie production faite par les adhérents producteurs de la coopérative, et ensuite il y a une partie transformation qui est située à côté d'Aix-en-Provence où on va faire toutes les étapes de triage, de coupe, de mise à dimension et de mélange des récoltes de nos adhérents. Donc en fait, on a cette spécificité-là qu'on a une grande partie de nos clients en fait qui sont ensuite en GMS et qui vendent des flacons pour tout ce qui est l'alimentaire, évidemment barbecue, d'eau, etc. Donc tout ce qui est vraiment très grand usage alimentaire. Et nous, au niveau interne, on a évidemment un service qualité. On est en train de passer sur des normes ISO 22000 avec le label FSC 22000, et donc du coup on a un ensemble, on a un manuel qualité qui permet de contrôler un peu l'ensemble de ces problématiques sur les contaminants, que ce soit les allergènes, les pesticides, voilà, tout ce qu'on a pu évoquer. Dans la masse, on arrive toujours à être conforme au cahier des charges, en plus qui peuvent se rajouter des contraintes supplémentaires de nos clients. La réelle problématique qu'on rencontre maintenant depuis dans le vif du sujet depuis début 2022, c'est vraiment les alcaloïdes pyrrolizidiniques, parce que le reste, en mettant en place des éléments de contrôle, on arrive en fait à passer tout ça. Les alcaloïdes, c'est beaucoup plus compliqué pour la partie pyrrolizidinique, parce qu'en fait, déjà, nous, on a cette dualité qui est assez rigolote, puisqu'on fait à la fois de l'origan en plante seule et de l'origan qui part énormément dans des mélanges, si vous voulez. Donc, à la fois, je suis à la norme 1000 ppb pour l'origan. Or, s'il se retrouve dans des mélanges, on doit respecter la norme de 400 ppb, donc allez expliquer ça à vos producteurs. Ensuite, vous avez, nous, le nerf de la guerre, c'était évidemment la formation de nos adhérents. Les 2 mauvaises herbes qui vont venir contaminer les lots, ce sont les sénessons qu'on retrouve partout en France, et on a peut-être cette spécificité-là d'avoir des héliotropes qui sont très très contaminantes sur quelques profils d'alcaloïdes, les héliotrines, je crois, si je dis pas de bêtises, des choses comme ça, et leurs oxydes, quoi. Et donc du coup, c'était une formation pendant plus de 3 ans. Nos premiers marchés qui nous demandaient de ce type de contrôle, c'était sur les infusions, sur les marchés anglais, parce qu'on a aussi une petite partie sur les infusions. Donc ça fait 4 ans qu'on connaît cette problématique-là, qu'on s'est méfié. Il y a eu des alertes au fur et à mesure de plus en plus pressantes de l'aval. Et donc du coup, à partir de juin 2022, donc on a eu l'obligation légale en fait de fournir des produits respectant la norme européenne. Donc bon, on sait tous, 400 ppb dans une parcelle de thym, de sarriette, toutes les cultures concernées en sec, c'est une dizaine de sénessons, on va voir ça avec Denis. Quand vous prenez une quantité que peut sécréter des sénessons, il faut savoir qu'ensuite c'est tout mis dans des séchoirs chez nos producteurs, battus, donc tout ça c'est mélangé dans la masse. Une fois que le mal est fait à la récolte, vous ne pouvez plus rien faire. Donc tout se joue au niveau de la récolte. Et c'est là où on arrive à un moment, là, un goulot d'étranglement qui n'est plus en fait jouable de notre côté, puisque on a mis en place évidemment des forfaits de désherbage supplémentaires, non pas pour aller enlever les sénessons, juste pour vérifier qu'à la récolte il n'y ait absolument plus rien une fois que les parcelles sont propres. Si vous voulez, une fois que les parcelles sont propres, on avait nous rajouté 20 heures par récolte pour s'assurer en seconde vérification qu'il n'y avait plus rien. Et donc vous avez des cas formidables où, par exemple cette année, donc sur à peu près 6 tonnes de produits, vous avez les parcelles où il n'y a plus rien à part la plante qu'on cultive. Là, il se trouve que c'est de la sarriette vivace et vous dépassez les 400 ppb. Donc là, votre producteur, bon ben voilà, enfin, je veux dire, vous faites ça 1 fois, 2 fois, puis après il vous dit qu'il va aller faire autre chose parce que c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Et le gros problème, c'est que malgré la mise en place de l'ensemble des leviers techniques, ce qu'on nous dit de faire depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ça ne passe pas dans certains cas de figure. Et des fois, on comprend pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est de la contamination horizontale? C'est ce que voilà, il n'y a pas plus de données techniques fondamentales sur la cinétique de transformation de ces
alcaloïdes dans les champs, si éventuellement il y a eu des contaminations en amont sur les précédents culturaux. Nous, il faut savoir que nos adhérents, ce sont de la diversification. Donc en fait, en amont, ils vont faire des céréales semences, il y en a, ils vont faire du foin, il y en a, ils vont faire du maraîchage, etc. Culture où c'est pas forcément normé. Donc on ne peut pas aller leur demander, mais ce qu'on leur demande malgré tout, de vérifier dans leurs précédents qu'ils puissent ne pas avoir dans la masse des contaminations importantes par des plantes qu'ils auraient laissées, par des binages, etc. Donc ensuite, vous repartez sur des plantes aromatiques où là, c'est normé, donc très très compliqué à faire passer dans des systèmes de rotation dans notre cas de figure, où c'est vraiment de la diversification. Ça, c'était le premier point, donc majeur au champ, c'est le nerf de la guerre, et on souhaite que l'ensemble de la filière puisse appuyer pour au moins relever la norme de 400 ppb à 1000 ppb, qu'on ait une cohérence avec l'origan, parce que nous, voilà, clairement, c'est compliqué. Alors bon, on s'en sort malgré tout, mais ça fait 6 mois que la norme est en place et on commence à avoir des lots qui sautent, clairement. Je ne parle pas au niveau global sur les très très gros faiseurs ou gros acheteurs où ils en sont dans les ruptures d'appro, parce qu'on sait que les plus grandes contaminations étaient bassin méditerranéen et que du coup, on sait qu'à un moment, il va y avoir des déficits d'appro. Au niveau industriel, le gros problème, c'était la représentation des échantillons. Donc nous, ça nous a allongé nos process de production, puisqu'en fait, on base nos analyses après triage, où on a pu faire du prélèvement. Par exemple, un lot d'une tonne de thym, il y a des règles de représentativité statistique, il faut faire 50 points de prélèvement, je crois, à peu près, pour être représentatif. Vous ne pouvez pas demander ça à vos producteurs une fois que c'est mis en big bag ou au moment du battage, c'est très compliqué pour nous. Donc on fait ça a posteriori au triage, mais on a tout en amont un goulot d'étranglement par vérification successive dans le temps de la propreté des parcelles. Voilà, donc nous, on a quand même une grosse problématique générale sur la possibilité de tenir cette norme à 400 ppb, clairement. Voilà. Merci Manuel. Donc on va enchaîner avec Léon qui lui va nous parler de sa problématique dans son entreprise. Merci. Oui, alors arrivé en dernier, évidemment beaucoup de choses ont été dites, donc je vais pas vous révéler beaucoup de scoops. Tout d'abord pour l'entreprise, donc c'est marqué Darbonne Aromatique, c'est la société pour laquelle je travaille, mais qui en fait est la branche, le service agronomique du groupe d'Arégal en fait, qui est plus connu sur la. Donc on produit des plantes aromatiques alimentaires pour le grand public et pour l'industrie. Donc on a une usine principale donc au sud de Paris, à Mille-la-Forêt, une usine en Bretagne, une usine dans le sud de l'Espagne et une entreprise sœur en Californie qui couvre le marché nord-américain autonome. Et donc on fait de la production de toutes les plantes condimentaires, mais vraiment de A à Z, donc transformation sous forme de déshydratation, qui est le métier historique, et maintenant beaucoup la surgélation, qui est devenue l'activité majoritaire, mais on est toujours très actif dans la déshydratation. Et pour les alcaloïdes, ce n'est pas sans poser des problèmes, parce que pour l'instant, la surgélation n'est pas vraiment concernée par le problème d'alcaloïdes, sauf si on vend à des gens qui font de la lyophilisation. Donc on n'échappe pas complètement non plus au problème à ce niveau-là. Mais je doute que c'est des choses qui vont venir, parce que comme c'est une histoire sans fin, les contaminants, je pense qu'on va vers des difficultés croissantes. Donc on m'a demandé de présenter deux problématiques un petit peu que ça nous pose. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est pesticides, métaux lourds, etc. Je peux vous en parler pendant des heures. Je pense que ce n'est pas le but. Je vais reparler quand même des alcaloïdes pour reparler d'un contaminant à la mode. C'est vrai que c'est une problématique qu'on n'avait pas tellement vu venir. Au début, on se dit c'est les plantes médicinales, ça ne nous concerne pas. Bon, mauvaise pioche, ça nous concerne bien maintenant. Aujourd'hui, en termes de maîtrise, je dirais que sur les plantes annuelles, donc les persils, basilic et autres, on y arrive sans trop de difficultés parce qu'on peut gérer le problème des mauvaises herbes dans les rotations, dans les deux chômages, etc. Toutes les interventions qu'elle fait entre les cultures fait qu'on arrive à un stock semencier relativement bas et on arrive à contrôler le problème sans trop de difficultés. Donc pour nous, la problématique, c'est surtout sur les plantes pérennes, donc, et notamment les plantes pérennes comme la menthe, l'origan et l'estragon, qu'on peut pas, au bout d'un an, on ne peut plus faire d'intervention mécanique. Donc l'intervention qui reste, c'est soit chimique, soit manuelle. Et là, on se trouve dans une espèce de ciseau entre des normes sans cesse plus difficiles, et la disparition des herbicides. On avait un certain nombre d'herbicides qui contrôlaient très très bien la problématique, notamment du senson. Et depuis 4 ans, on a perdu justement, comme un coup de ciseau, les meilleurs produits. Et il se trouve en plus que donc, le culture de l'estragon, sur lequel je vais avoir un focus un peu particulier, c'est la même famille botanique que le senson. Et pour ceux qui connaissent un peu les problématiques de désherbage, souvent ça marche par famille botanique. Donc ce qui marche déjà est encore plus réduit.
Et en plus, l'estragon, c'est une plante qui n'est jamais compétitive, pratiquement de l'année. Elle est quelques semaines, elle permet d'étouffer les mauvaises herbes, et le restant de l'année, c'est à vous de le faire. Et c'est un produit, pour nous, qui est un petit peu un produit phare, parce que sur l'estragon déshydraté, on est leader mondial. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à une réelle difficulté pour faire du produit conforme, et on se demande comment on va pouvoir continuer. Donc, je ne vous parlais même pas de... On m'a demandé combien ça représente, Christophe m'a demandé... en termes de sarclage supplémentaire, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Là, on commence à avoir des lots non conformes, on parle de centaines de milliers d'euros aussi. Mais je dirais que c'est peut-être même pas le problème principal, parce qu'on a un directeur commercial très efficace qui se fait un grand plaisir de refacturer ça aux clients, que ce soit les clients grand public ou les clients industriels. Le problème, c'est une réelle difficulté à faire et une difficulté à exporter de la place France, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau contaminant, la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est, et là j'élargis à tous les contaminants, c'est l'empilement des normes. C'est-à-dire que quand vous avez un contaminant, vous mettez tout en place, comme Emmanuel a bien expliqué, ça a été bien expliqué pour faire face. On arrive la plupart du temps de faire du conforme, de temps en temps il y a un non conforme. Là, si vous mettez une deuxième couche, un deuxième contaminant, il y a encore un ou deux lots qui sont non conformes. Vous mettez une troisième couche de contaminants, les chlorates, les perchlorates, les métaux lourds, les microbios, etc. Il arrive un moment où l'empilement des normes, on va vers de vraies difficultés et vraies impossibilités de produire. Et notamment l'exemple que je cite souvent, nous on travaille beaucoup pour le baby-food, qui sont quand même les normes les plus exigeantes. Et heureusement d'ailleurs, j'ai 2 enfants, donc je suis bien content que ça existe, les normes. Tous les ans, ils nous demandaient une norme de plus, et ceux qui sont très en avance, donc en général, ce qui se produit sur le baby-food, c'est ce qui nous attend sur les normes générales dans 10 ans. C'est en gros ceux qui ont commencé avec la vache folle avant tout le monde, et ils ont eu raison, donc ça s'est produit 5-10 ans après. Et je pense que sur certaines, on commence à avoir aujourd'hui, je vois des vraies difficultés simplement de produire, quoi, avec toutes ces normes empilées les unes sur les autres. Notre crainte, elle est là aujourd'hui, sur l'avenir du métier, en fait. Donc, voilà. Merci. Professeur Champy, peut-être aussi de votre côté, si vous pouvez, par rapport à ce qui a été présenté sur l'amont-l'aval, amener votre point de vue de chercheur et également de responsable de groupe à l'ANSES pour un petit peu peut-être rebondir et avoir vos commentaires par rapport à ce que vous avez pu entendre cet après-midi. Et partager votre vision également avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à préciser que je ne m'exprime pas au nom de l'ANSES. Je réalise des missions d'expertise pour l'ANSES, mais je ne suis pas membre de cette agence. Alors, en l'occurrence, les problématiques sont beaucoup des problématiques de filière et de statut des produits, dans la mesure où du côté pharma, on est sur du contrôle systématique, et du côté alimentaire ou cosmétique, on est sur du contrôle du risque par le biais d'application de bonnes pratiques, avec beaucoup plus de latitude quant aux méthodologies qui vont être employées dans un cadre de contrôle. Et donc, notamment pour les compléments alimentaires à base de plantes, l'arrêté plante stipule dans son annexe relative à la qualité le fait que les méthodes de contrôle qui sont appliquées sont soit des méthodes pharmacopées, soit des méthodes qui sont des méthodes autres et éventuellement des méthodes en interne. Donc, du coup, on n'est pas non plus sur exactement les mêmes pressions en termes de coûts de ces contrôles et de fréquence de ces contrôles. Après, les établissements de normes, comme ça a été dit par Léon, c'est la protection du consommateur. Donc je ne pense pas que le fait que des normes soient fixées soit de manière nouvelle ou soient réévaluées, ça soit des lubies de toxicologues. C'est de l'avancée des connaissances, avec effectivement des besoins de réévaluation potentielle. Sur les pyrrolidines, la problématique semble effectivement particulièrement préoccupante en termes de pérennité des filières et de la production. Il faut effectivement confronter les données de Génotox et la notion de marge d'exposition qui est appliquée pour la fixation des normes à une problématique épidémiologique réelle. Donc là, je rejoins tout à fait ce que Denis suggérait. Donc là, c'est malheureusement pas l'ANSES qui peut faire quelque chose dans ce cas-là. Donc c'est des remontées qui doivent être faites par... via, je pense, les ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, pour qu'il y ait effectivement un consensus au niveau européen pour une réévaluation de cette problématique-là. Après, il est difficile quand même d'extraire un contaminant particulier de son groupe de
toxique, si vous voulez. Donc un génotoxique reste un génotoxique avec des marges d'exposition qui sont appliquées, qui sont celles qui sont reconnues pour les génotoxiques. Donc c'est difficile, je pense, de faire des cas particuliers. Donc pour revenir aux agences sanitaires, la problématique des contaminants, dans le cas du groupe plantes de l'ANSES, n'est pas une problématique principale dans la mesure où c'est un groupe qui travaille sur des problématiques de toxicité, des préparations ou des plantes en elles-mêmes. Et il y a déjà beaucoup à faire en termes d'évaluation de la littérature et de suggestions relatives à la protection du consommateur pour les opérateurs. Et donc les contaminants sont finalement discutés plutôt par rapport aux contaminants qui sont extrêmement récurrents dans certaines plantes ou dans certains types de préparations, en lien avec les accidents qui sont réellement survenus, par exemple sur des plantes hépatotoxiques qui ont été à visée amaigrissantes, qui ont été abordées tout à l'heure par Alexandre dans sa conférence. On va évidemment se poser la question d'une éventuelle contamination avec la sibutramine, une amphétamine ajoutée de manière frauduleuse qui est connue pour être hépatotoxique, qui a déjà causé des accidents aux États-Unis, en France. Et donc ça va être vraiment des cas particuliers qui vont être relatifs à un ensemble d'accidents pour un groupe de produits donnés. Et donc on n'est pas sur des réflexions sur les contaminants. Les contaminants, d'une manière générale, ce n'est pas le focus principal de ce groupe de travail. Alors, quand même, quand l'ANSES se saisit de problématiques d'accidents liés notamment à des compléments alimentaires à base de plantes ou à des aliments spécifiques, éventuellement des novel foods, elle peut faire une demande à la DGCRF sur du contrôle de produits ou de matières premières dans la filière et demander des recherches de contaminants qui seraient susceptibles d'occasionner des problèmes sanitaires. Alors ensuite, si on regarde la littérature internationale relative aux contaminants usuels des plantes médicinales, donc notamment une bonne partie de la liste qui a été montrée par Denis, c'est des problématiques qui sont tout à fait réelles et notamment qui sont la cause d'accidents qui sont parfois des accidents tout à fait massifs chez des grands pays producteurs. Quand on regarde les taux de métaux lourds dans les plantes et les produits finis à base de plantes médicinales en Chine, en Inde et les accidents qui sont liés à ces expositions en chronique ou en aiguë, ce n'est pas spécialement rassurant. C'est aussi des fournisseurs pour nous. On peut se poser des questions. Ce n'est pas parce que la plante passe les frontières ou prend le bateau que tout d'un coup, elle va devenir exempte de ces contaminants et qu'on n'aura plus de problèmes de toxicité associés. Merci. Donc avant de vous passer la parole pour que vous puissiez échanger avec nos orateurs, déjà je vais vous demander de les remercier pour leur présentation. Merci à tous. Alors pour conclure sur juste 2 mots, c'est vrai que on voit qu'il y a en effet une mise en place de réglementation avec cet empilement en effet de réglementation. Alors sur la protection du consommateur, je crois qu'on est en effet tous d'accord. Ce que l'on voit là dernièrement, en fait, parce que le sujet a quand même beaucoup tourné autour des alcaloïdes, et ce sentiment qu'on peut avoir, je pense que c'est aussi peut-être une des premières fois où on a l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs en termes de mise en place de la réglementation, puisque on voit bien qu'il y a quand même des vrais débats à avoir et des discussions à avoir, ne serait-ce que sur la dose et sur la méthode d'analyse. Et on a parfois l'impression, on a eu un peu le même exemple avec la crise aussi de l'ETO, c'est qu'on s'est retrouvé finalement avec cette notion d'incertitude qui fait que j'ai l'impression que personne n'est satisfait puisqu'on n'arrive pas à avoir les outils pour mettre en œuvre une réglementation et avoir une clarté absolue sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a d'ailleurs les solutions? Et on se dit, mais petit à petit, on risque quand même d'arriver vers une vraie problématique de développement d'une filière et de pérennisation d'une activité où on sent qu'à côté, il y a également des discours qui cherchent à favoriser cette notion de développement d'une filière française forte, qui soit sécurité, mais qui soit aussi qui puisse faire face à la compétition mondiale. Et ça, on a l'impression que sur ces 2 cadres, et c'est quand même beaucoup le sujet qu'on a eu, sur les alcaloïdes, que ça interroge nos différentes filières et d'arriver à trouver des solutions ensemble. D'autant plus que là, la notion aussi quelque part d'analyse, de méthode analytique et de comment on implante ces méthodes analytiques au plus grand nombre, cette notion de normalisation en fait,
qui est une vraie question, qui semble une question de fond, comme on peut l'avoir dans d'autres secteurs. Un laboratoire d'analyse médicale, quand vous allez vous faire doser votre cholestérol, tous les labos de France vont vous donner le même résultat. Aujourd'hui, sur les contaminants, alors il y a plein de difficultés qui sont liées au fait qu'on soit sur la plante, mais on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est difficilement applicable aujourd'hui et qui crée une vraie difficulté dans notre filière. Donc, je ne sais pas si c'est plus une vue, parce qu'on voit qu'on est arrivé à maîtriser la plupart des contaminants sur lesquels on n'a pas ces problématiques analytiques. Alors après, il y avait la question, on en parlait avec Léon, sur les pesticides, il y a cette notion de prise en compte des contaminations externes, qui est un vrai enjeu. On est dans des cultures qui vont être à la fois conventionnelles, à la fois en bio, d'arriver à gérer. Donc ça, c'est une difficulté qu'on pourra peut-être arriver à gérer avec la notion d'analyse. Mais sur les autres points, cette notion de normalisation semble un sujet. Et est-ce que d'ailleurs ce sujet est travaillé d'un point de vue académique aussi, parce que je pense qu'il y a un rôle de notre recherche pour pouvoir amener des solutions de ce type-là. Donc voilà, c'était un petit peu ce point. J'ai cette notion, est-ce que finalement cette nouvelle réglementation n'amène pas une nouvelle vision? Il y a eu aussi tout à l'heure la présentation sur la sollicitation de l'article 8, d'avoir cette notion aussi des fois d'interprétation de données. Est-ce que parfois le principe de précaution n'a pas pris le pas sur une certaine réalité de filière économique? Donc c'est plus une question. On a parfois ce sentiment-là. Après, derrière, je pense qu'il y a un travail collectif à faire pour arriver à ce qu'on puisse avoir un cadre normalisé pour tout le monde. C'est le risque que l'on a tous, et je pense, et au niveau de la production, qui est quand même la branche sur laquelle on va faire revenir à la fin la responsabilité de nous garantir des plantes conformes, c'est de pouvoir en effet avoir une vision un peu, de lever toutes ces incertitudes. Je pense que la demande principale de nos marchés, c'est souvent ça, c'est de travailler dans un cadre qui n'évolue pas trop souvent et sur lequel on n'a pas des incertitudes permanentes sur lesquelles il faut s'adapter, puisque le temps, on voit bien, le temps des fois de l'adaptation et le temps de l'agriculture, c'est pas le même. Trouver des solutions agronomiques, trouver des solutions, des variétés qui vont pouvoir, ça va nous prendre du temps et ça va être un effort collectif. Donc voilà, je finis ma conclusion, puis je vous laisse nous poser vos questions, qui j'espère seront nombreuses. Où est-ce qu'il en est le débat sur les alcaloïdes, pyro-trucs, là, à l'échelon de l'Europe, entre les différents États européens producteurs? Après, Denis va pouvoir nous... A priori, c'est réglé, puisqu'il y a un règlement européen qui est donc applicable au 1er juillet de cette année, avec les fameuses teneurs. Il va y avoir 8 ou 12 catégories différentes, suivant que c'est de l'origan, pas de l'origan, que c'est du thé, pas du thé, machin, etc. Donc il y a un règlement européen qui concerne une partie du secteur de l'alimentation. Au niveau pharma, il n'y a pas de réglementation. Par contre, il y a une méthode, qui est donc la méthode officielle. Par contre, ce n'est pas encore très clair s'il faut l'appliquer sur la matière première ou sur le produit fini. J'en profite, parce que peut-être j'oublierai de le dire tout à l'heure, pour dire tout le mal que je pense de cette méthode, qui est complètement aberrante, qui donne des résultats sur lesquels on a appuyé des normes. Et puis même cette réglementation, je présenterai rapidement tout à l'heure, parce que ce n'était pas le sujet, mais si on applique les quantités ingérées quand on a un complément alimentaire, c'est 2 grammes ou 4 grammes, ou une tisane, après la pharmacopée, c'est 5 grammes ou 10 grammes, dans à peu près la moitié des cas, on va absorber plus d'1 microgramme d'alcaloïdes par jour. Or, on nous dit qu'à partir d'1 microgramme d'alcaloïdes par jour, on va mourir d'un cancer du foie. Donc, soit c'est vrai, il ne faut pas l'écrire dans la norme, soit c'est pas vrai, et il ne faut pas nous embêter, quoi. Donc, c'est pas toujours très cohérent, quoi. Et ce que je demandais aussi, c'est pourquoi on ne peut pas avoir une validation a posteriori. Tout le monde peut se tromper, ok, la norme elle n'est pas adaptée, mais c'était pour nous sauver, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que dans 2 ans, on va faire une vraie étude épidémiologique pour relever, puisque a priori les pauvres rats sur lesquels on a fait l'expérience sont morts d'un cancer du foie, parmi les malheureuses victimes d'un cancer du foie humain, sur combien on peut imputer ça à la consommation de litres et de litres de tisane? Si on n'en trouve pas, c'est peut-être qu'il y a un problème, quoi. Donc c'est ça le caractère un petit peu irréversible
que j'essayais d'évoquer tout à l'heure après la présentation d'Alexandre, une fois que c'est fait, c'est drôlement difficile de revenir en arrière, quoi. Et donc, il y a une méthode officielle pour le secteur pharma, plantes. Il n'y a pas de méthode officielle pour le secteur alimentaire, mais par contre, il y a des normes. Voilà. Je ne vais pas dire chercher l'erreur, parce que ça fait un peu bateau, mais chercher quand même l'erreur, quoi. Intervenir. Ben là, je pense que c'est au syndicat professionnel, justement, de venir un petit peu challenger les boîtes qui font du contrôle. Et donc, il y a peut-être aussi des directives à donner aux opérateurs du contrôle par rapport aux normes, par rapport aux méthodos qui seraient appliqués. Je vais être plus Gilles Vergniaud, ex-CITEPMAI. Je vais être peut-être plus optimiste que Denis. Il doit être possible de revenir en arrière, puisqu'on a vu récemment, au mois de septembre, l'ANSES prononcer 2 avis sur des contaminants de la qualité de l'eau qui ont été revus, et c'est sur le métallochlore, et qui sont passés de 0,1 microgrammes par litre à 0,9, mais c'est-à-dire qu'on a multiplié par 9 augmenté d'un facteur de 9 le seuil, hein, et d'un seul coup, ce contaminant est passé du statut a changé de statut en devenant non pertinent. Donc il y a des lobbies qui fonctionnent bien, et si ça peut se faire sur l'eau, on peut se dire que ça pourrait se faire aussi sur d'autres secteurs. En tout cas, la qualité de l'eau ne s'est pas améliorée en aucune manière. C'est simplement la norme là qui va changer. Donc j'espère que vous pourrez obtenir sur ce secteur la même chose. Oui, merci. Alors juste pour répondre, pour continuer l'échange avec votre prise de parole et puis l'interpellation sur ce qui se passe au niveau européen. Alors, je pense que revenir en arrière, c'est-à-dire sans réglementation, ça semble compliqué aujourd'hui au niveau européen, au niveau français. Par contre, ce qui est sûr, donc ces discussions sur l'établissement de ce règlement qui est entré en vigueur, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inapplicabilité et une intenabilité, je ne sais même pas si le mot existe, mais de ce qui est demandé au niveau de, je vais parler pour la filière du complément alimentaire, mais je pense que chacun peut intégrer ça pour sa filière, mais impossible à tenir de façon pérenne. Et c'est là où, effectivement, les syndicats ont leur rôle à jouer pour faire le relais entre ce qui se passe sur le terrain au niveau des opérateurs et des entreprises qu'on représente et de ce que fait les autorités pour protéger les populations, puisque c'est quand même l'objectif. Donc, c'est là où on travaille et on travaille ensemble autant que possible. Et sur ce sujet-là, il y a vraiment matière à travailler ensemble, que ce soit au niveau européen, au niveau français, au niveau local, donc départemental, régional et même au niveau supra-régional. Donc on y travaille et j'espère que la prochaine fois que je viendrai discuter de ce sujet avec vous, ce sera pour vous parler de nos résultats. Je reviens brièvement sur la remarque qui a été faite sur une révision de normes, de seuil de sécurité par rapport à des contaminants de l'eau. Il y a une notion de lobbying qui a été évoquée. Il n'y a pas de lobbying relatif aux évaluations de risque. Et justement, la problématique du conflit d'intérêts, telle qu'appliquée par l'ANSM et l'ANSES, et je présume d'autres agences d'évaluation en France, est vraiment prise largement au sérieux et extrêmement impactante. J'avais commencé à travailler un peu avec Denis, justement, sur un groupe plutôt industriel sur l'évaluation aux expositions aux pyrrolizidines. On m'a demandé de sortir de ce groupe informel pour un risque de conflit d'intérêts. Et d'autre part, c'est pas les agences d'évaluation qui fixent les normes, comme l'a montré Alexandre tout à l'heure.
C'est des travaux d'expertise qui font qu'on pourra tirer des normes ensuite. Et les normes, effectivement, elles sont globalement pas immuables. Et la preuve, les pyrrolizidines, on est allé vers des normes de plus en plus drastiques. Mais il y a bien eu une révision quand il y a eu des réévaluations scientifiques. Et ça s'est bien prononcé sur un avis, a bien émis un avis relatif à un réexamen de la littérature scientifique pour les hétérodihydroxyanthracéniques qui ont été évoqués par Alexandre tout à l'heure. Oui, je voulais juste revenir aussi parce qu'effectivement, revenir sur la réglementation, ça paraît très compliqué à partir du moment qu'un seuil de toxicité est défini. Mais je pense que là où on a raté le coche, c'est que normalement, ces réglementations sont définies on a commencé par faire l'inventaire des analyses disponibles. Et après, je crois que c'est le as low as reasonably achievable. Enfin, si je ne suis pas toxicologue, mais en tout cas, et il avait bien été prévu des exemptions sur, il me semble que c'est l'origan et la livèche, si je me souviens bien, donc sur certaines plantes, parce qu'on a bien... on s'est bien aperçu qu'il y avait un problème sur ces plantes-là, mais je pense que là où surtout ça pêche, c'est qu'en fait, ça c'est surtout les Allemands qui ont été très réactifs là-dessus, qui ont fourni plein de données, et en France on a complètement sous-estimé le problème, et la réglementation a été élaborée sur une base de données, nombre de données beaucoup trop faible, et beaucoup trop rapidement. On a mis effectivement la charrue devant les bœufs. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pas forcément de revenir sur cette réglementation, mais de manière dérogatoire, en attendant de solutionner le problème, de ramener toutes les fines herbes à 1000 ppm, à 1000 pp. Je me mélange les pinceaux dans les ppb et les ppm. Mais en tout cas, au niveau de l'origan et de la livèche, parce que manifestement, il y a un certain nombre de plantes, on a aussi des difficultés à l'atteindre, les 400, et donc on demande un statut dérogatoire aussi pour ces plantes-là. Donc pour moi, ce n'est pas revenir sur la réglementation en tant que telle. Ce n'est pas la même chose. Je pense, Christophe, qu'on va devoir arrêter. Je crois qu'il y avait juste peut-être une dernière question. Alors, une dernière question, et puis après, on passera à la pause. Oui, juste un petit commentaire avant ma présentation tout à l'heure concernant justement la Commission européenne, puisque, et ça c'est pas dans ma présentation puisque c'est relativement récent, de discussion à propos justement de cette fameuse réglementation, puisque quand même il commence à y avoir un consensus au niveau de la recherche sur la différence de toxicité, par exemple, des alcaloïdes, et plutôt que de faire une mesure globale, c'est-à-dire de considérer que tous les alcaloïdes qui sont mesurés sont d'égale toxicité, eh bien, ne le sont pas, et auquel cas, il faudrait il y a un facteur de correction de toxicité là-dessus. Et donc, j'ai échangé avec la Commission européenne donc récemment, et également en parlant de la collecte de données dont je vais parler aussi tout à l'heure, puisque comme ça a été dit, eh bien, effectivement, ces normes, elles se sont basées sur une collecte de données, quand même sur des données relativement faibles, avec des grosses lacunes, et que ce qu'on se proposerait de faire pourrait peut-être être inclus par l'Agence de sécurité européenne dans ces données, et à ce moment-là, ils peuvent modifier effectivement l'approche par rapport aux alcaloïdes. Ils utilisent très très rarement des données qui n'acceptent pas d'intégrer dans leur base de données propre. Voilà. Et donc c'est en cours un petit peu de discussion, y compris de voir comment il pourrait maintenant y avoir un consensus scientifique publié, puisqu'il y a un certain nombre maintenant d'études qui vont dans ce sens. Eh bien, il faudrait que la recherche publie ce consensus pour que l'EFSA accepte de le prendre en compte. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu en cours. Voilà. Bon, mais merci pour cette précision qui nous redonne un peu d'espoir qui est une modification. Et c'est vrai que si on pouvait être que sur certains alcoolides, à ce moment-là, la norme 400 serait peut-être sur cela, serait un peu plus facile à tenir. Bon, donc on va conclure. Bon, il y a juste Denis, qui demande un droit de réponse. Tu veux conclure sur les alcaloïdes? Non, mais autrement, je le dirai tout à l'heure dans ma présentation. Donc, enfin, vous y couperez pas, quoi. Non, c'est qu'en fait, le règlement là, de juillet de cette année, c'est basé sur des résultats, effectivement, pas en nombre très, très important. Mais par exemple, pourquoi est-ce que l'origan, il a droit, je crois, ça doit être à 800 au lieu de 400, comme la plupart des autres? C'est tout simplement parce que c'est tiré par les mêmes mauvaises valeurs de l'origan turc, qui est présent très majoritairement sur le marché allemand. Et donc, comme ce qu'ils ont fait, c'est faire des statistiques sur les résultats d'analyse qu'ils ont, ils disent l'origan, c'est souvent très contaminé, donc on va tolérer 800. Et dans le préambule de ce document, tel qu'il a été publié donc, il y a 3 ans maintenant, où ils annonçaient que ça allait arriver là, en juillet de cette année, ils disaient on vous laisse un petit peu de temps, les amis, que vous puissiez vous mettre à travailler proprement et faire diminuer les contaminations au champ.
L'année dernière, un groupe allemand là, qui se réunit maintenant tous les ans et qui discute sur les alcaloïdes pyrolysidiniques, ils ont quand même conclu que malgré tous les efforts fournis depuis quelques années, ils n'arrivent pas à faire tomber de façon radicale les teneurs en AP dans un certain nombre de plantes, qu'elles soient cultivées chez eux, en Europe ou ailleurs, et qu'en gros, ils en arrivent toujours à avoir à peu près 50% des plantes. Alors je crois que ça concernait que le secteur pharma, mais ils en sont toujours à avoir 50% des lots de plantes qui ne sont pas conformes. Donc il y a une théorie qui disait qu'on va mettre une norme et puis dans quelques années on va encore la baisser parce que les gens vont faire des progrès, vont apprendre à travailler correctement. Et puis non, on se rend compte que c'est pas possible. Il y a un seuil sur lequel on n'arrive pas à passer parce qu'on n'a pas de produit de traitement, parce que ça coûte trop cher par rapport au prix d'achat, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on n'arrive pas techniquement à le faire et que c'était une vision très théorique de comment est-ce qu'on règle un problème. Alors après, est-ce que le problème existe ou pas? Je reviens à quelles sont les données épidémiologiques. Mais bon, voilà. Et donc j'arrête. Merci Denis. Bon, mais merci à tous. Merci à tous les participants à cette table ronde. Merci à Christophe pour son animation. Merci à vous tous pour votre participation. C'était passionnant.